Ce sera une des questions à laquelle nous essaierons de répondre. Définition sous-tendue par l'historique de cette notion, l'historique de ce mot, sa construction. Dans une deuxième partie, on verra qu'est-ce que ça donne si on essaye d'écrire une constitution en démocratie directe. Dans une troisième partie, après avoir vu le comment, on verra le pourquoi. Pourquoi y aurait-il lieu de passer du système que nous avons actuellement, on verra comment on peut le dénommer, quelles sont les raisons qui pourraient nous inciter à passer en démocratie directe. Quatrième partie que j'ai intitulée méthodologie critique, c'est-à-dire que c'est une partie dans laquelle on anticipe les contradictions qui peuvent nous être opposées et auxquelles on répond par avance. Et puis dans une cinquième partie, les outils du changement, après avoir vu comment écrire une constitution de démocratie directe, après avoir vu pourquoi, on verra par quelle fenêtre juridique, par quel protocole, par quel processus on pourrait passer éventuellement du système actuel à un système de démocratie directe. Donc on parlera des procédures. Alors tout d'abord, définition et historique. Qu'est-ce que la démocratie directe? Est-ce que la démocratie et la démocratie directe sont deux entités synonymes ou pas? Est-ce qu'il y a une différence? On va réfléchir un petit peu à tout ça. Le mot démocratie apparaît très rapidement dans la Constitution de 1958, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes chapeautés, tout le corpus législatif qui est important, puisque nous avons environ 140 000 lois qui sont réparties en 74 codes juridiques, code du travail, code pénal, code civil, code des sociétés. Et tous ces codes sont chapeautés par une charte de procédure qu'on appelle la Constitution. La Constitution est composée de 4 textes. La Constitution du 4 octobre 1958, proprement dit, auxquels sont annexés mais ils sont constitutifs de l'ensemble constitutionnel. Ces 3 textes sont la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la Charte de l'environnement de 2005 et le préambule à la Constitution de 1946. Donc, dans l'article 1 de la Constitution de 1958, du 4 octobre 1958, nous apprenons que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc le mot démocratie est lâché, mais il n'a pas été défini au préalable. Par exemple, il y a un préambule à la Constitution, on peut imaginer qu'on nous définisse à l'avance les mots qu'on va employer ensuite. Donc ce n'est pas le cas, et on verra également, si on lit attentivement les 89 articles de la Constitution de 1958, que la démocratie n'est pas définie non plus. Donc c'est un postulat, notre Constitution est une Constitution démocratique, mais on ne nous dit pas ce que c'est que la démocratie. C'est la raison pour laquelle on va un petit peu essayer d'y réfléchir. Donc ça, c'est ce que nous dit la Constitution. C'est une affirmation et, comme je viens de dire, ça n'est pas une définition. Donc nous allons chercher, par exemple, dans les rédactions du dictionnaire, quelles vont être les définitions données à la démocratie ou à la démocratie. Alors, le dictionnaire Larousse nous donne, pour la définition du mot démocratie, système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple. La démocratie directe, la déclinaison, la dérivée, démocratie directe, d'après le Larousse, c'est un système politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté sans l'intermédiaire d'un organe représentatif. Donc, d'après Larousse, la démocratie se définit par l'exercice de la souveraineté, et la démocratie directe, c'est l'exercice de la souveraineté sans l'intermédiaire d'un organe représentatif. Voyons maintenant ce que nous dit le Robert. Le Robert nous dit que la démocratie, toute seule, sans l'épithète directe, c'est une doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens.
Donc Larousse, c'est le peuple, Robert, c'est l'ensemble des citoyens. Donc on va vers une synonymie lexicale, en tout cas, référentielle, de peuple, la notion de peuple et la notion d'ensemble des citoyens. Donc, le peuple, ce serait l'ensemble des citoyens. Et la démocratie, c'est l'exercice de la souveraineté par l'ensemble des citoyens ou le peuple. Et la démocratie directe, Robert nous dit que c'est un système politique dans lequel le peuple exerce directement sa souveraineté. Donc, exercer directement sa souveraineté, si on relie, si on consolide les deux définitions, c'est exercer directement. C'est exercer directement, ça veut dire sans l'intermédiaire du représentant. Bon, on avance un petit peu. Alors, maintenant, nous allons regarder du côté de l'histoire les penseurs, le grand penseur qui a commencé à réfléchir au système d'organisation sociétale possiblement destiné à remplacer l'ancien régime, bien entendu Jean-Jacques Rousseau, qui, dans notamment le contrat social, distingue trois types d'exercice du pouvoir, trois types d'organisation sociétale, d'organisation de la vie en collectivité, la monocratie, exercice de la souveraineté donc, par un homme seul, l'oligocratie, qu'il appelle aussi aristocratie, exercice du pouvoir par un groupe restreint, et la démocratie, exercice du pouvoir par le peuple tout entier. On a vu que le peuple tout entier, c'était l'ensemble des citoyens. Alors, donc, nous avons Larousse qui donne son avis, nous avons Robert qui donne son avis, nous avons Jean-Jacques Rousseau qui étudie la mécanique de cette notion. Il y a aussi l'étymologie, puisque les mots ne sortent pas de nulle part. L'étymologie, c'est une étymologie grecque. Démocratie, c'est l'association du terme démos, grec, qui veut dire le plus grand nombre, le peuple, et kratein, qui veut dire commander. Alors, nous avons la déclinaison des trois, nous voyons le rubricage des trois modes d'exercice du pouvoir. C'est la monocratie, donc, qui étymologiquement vient de l'association du terme grec monos, qui veut dire seul, et kratein, commandé, avec sa variante monarchie. Par rentrer dans l'état de l'étymologie, monarchie, c'est monos et archein au lieu de kratein. Si on veut rentrer vraiment dans le détail de l'étymologie, on constate qu'en grec, kratein, c'est plutôt l'exercice du pouvoir par la force. Archein, ce serait plutôt l'exercice du pouvoir par l'application de règles. Bon. En fait, les mots monocratie ou monarchie sont utilisés de façon quasiment synonymique sans qu'il y soit forcément attribué cette petite nuance dont je parle. Deuxième mode d'exercice du pouvoir, l'oligocratie ou oligarchie. Oligos, kratein, petit nombre, commandé, donc exercice du pouvoir par un petit nombre. Et troisième mode d'exercice du pouvoir, démos, kratein, commandé par le peuple, démocratie où, tiens, il n'y a pas de variante en archein, ça donnerait démarchie. D'ailleurs, démarchie est un terme qui a été proposé par Friedrich Hayek, parce qu'il avait remarqué effectivement qu'on avait cette déclinaison de kratein et d'archein pour monos, cette déclinaison de kratein et d'archein pour oligos, mais pas pour démos. Bref. Alors, entre ces trois modes d'exercice de la souveraineté, il y a quelques porosités, hein, puisque on voit d'un point de vue historique que ça n'est pas aussi monolithique que ça. La monarchie ou la monocratie introduisant un petit peu d'oligocratie, ça donne la monarchie constitutionnelle. L'oligocratie introduisant un petit peu de démocratie, ça donne la démocratie représentative. Et la démocratie introduisant, disons, introduisant rien du tout, en étant radicalement l'expression de l'exercice du pouvoir par le peuple, c'est la démocratie directe. On voit donc déjà
une idée qui est posée, mais nous allons tenter de la démontrer tout au long de cet exposé. Alors, afin d'éviter les confusions inattendues tout au long de cet exposé, j'ai pensé qu'il était souhaitable de rétablir une terminologie exacte. Le système actuel est une démocratie représentative, puisque sous la définition de Larousse, le pouvoir est exercé par des représentants. C'est donc une oligocratie et pas une démocratie, puisque le pouvoir est exercé par un petit nombre. Prenons le pouvoir législatif, il est exercé par un nombre extrêmement restreint, puisque c'est 577 députés de l'Assemblée nationale plus 355 sénateurs, des choses comme ça, pour ce qui concerne les lois, mais pour tout le reste réglementaire, règlement, arrêté, décret, on va dire qu'il y a 200 ou 300 personnes encore, c'est-à-dire des ministres et des préfets, qui sont habilités à créer de la juridiction coercitive. Disons même 1000 personnes c'est encore une quantité extrêmement marginale, c'est un groupuscule qui fabrique aujourd'hui les lois. Nous sommes donc non pas dans une démocratie, mais dans une oligocratie, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Larousse, le Robert, Jean-Jacques Rousseau et l'étymologie du mot démocratie. Donc un système en vraie démocratie, nous allons l'appeler démocratie directe, puisque ce système qui est objectivement une démocratie, ceux qui le pratiquent l'appellent démocratie. Donc pour bien faire la différence, nous dirons que la démocratie directe, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple, et que le système actuel que nous avons n'est pas une démocratie, c'est une oligocratie. Alors au niveau historique, quelle est la longévité de ces trois systèmes identifiés par Jean-Jacques Rousseau? Bien, la démocratie a 5000 ans. C'est-à-dire que depuis que les sociétés, non pas depuis la révolution néolithique, mais on va prendre comme date de départ les premières sociétés organisées mésopotamiennes, eh bien, depuis 5000 ans, nous avons des systèmes d'organisation sociétale qui sont sous forme monocratique. L'oligocratie, elle a 200 ans. C'est-à-dire que l'exercice du pouvoir par un nombre restreint, ça date des grandes révolutions du XVIIIe siècle, et nous, ça a 200 ans. Et la démocratie, eh bien, n'a encore jamais été mise en exercice dans un pays. Elle est donc 0 ans d'existence, et le reste à faire. Alors, quelles sont les racines de l'oligocratie? Les racines de l'oligocratie, au niveau de la date de départ, c'est les grandes révolutions du XVIIIe siècle, à partir du moment où les monarchies absolues cessent d'être absolues, voire sont carrément abolies, comme en France notamment, et en restant sur l'exemple français, puisque nous allons traiter l'exemple français, nous n'allons pas traiter l'ensemble des systèmes dans les différents pays de la planète. Les racines de l'oligocratie en France, pour voir comment le dispositif de l'Ancien Régime a été réécrit en oligocratie, eh bien, il faut parler de M. Emmanuel Joseph Sieyès, qui était l'un des, disons, l'un des juristes parmi les révolutionnaires qui ont fait la révolution de 1789 et qui, dans un discours tout de suite après la prise de la Bastille, qui a lieu, comme vous le savez, le 14 juillet 1789, donc c'est un discours qu'il a prononcé le 7 septembre 1789 devant l'Assemblée constituante, la jeune Assemblée constituante. Monsieur Joseph Emmanuel Joseph a dressé, nous allons le voir, les piliers de la démocratie représentative, de l'oligocratie, et c'est donc à partir de lui, à partir de ce juriste, que en fait nous avons notre système actuel. Alors, quelle est la définition qu'a donnée Sieyès le 9 septembre 1789 de la démocratie? Alors,
après la prise de la Bastille, et non pas la chute de la royauté, parce que la chute de la royauté est intervenue le 10 août 1792, avec l'instauration de la commune insurrectionnelle, mais en 1789, la monarchie perd son pouvoir absolu sur l'exécutif et le législatif, et les révolutionnaires se concernent et se demandent comment est-ce qu'ils vont bien pouvoir écrire une nouvelle organisation des pouvoirs, tout en conservant la royauté, mais en donnant, disons, la maîtrise de la fonction législative au peuple. Alors, Sieyès, dans ce très important discours qu'il fait 9 septembre devant l'Assemblée constituante, nous dit ceci. Le pouvoir législatif peut s'exercer de deux manières. La première manière, c'est que les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux. L'autre manière est de concourir eux-mêmes immédiatement à faire la loi. Le concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie. Le concours médiat désigne le système représentatif. Alors, la révolution de 1789, le mouvement populaire était porté par les idées de Jean-Georges Rousseau, qui étaient des idées qui allaient dans le sens de la vraie démocratie. C'est-à-dire, dans l'esprit de Jean-Jacques Rousseau, les lois devaient être faites par le peuple tout entier. Et Sieyès, sans doute par réalisme, et par calcul aussi plus tard, on verra, pense que ça n'est pas possible et que la véritable démocratie ne va pas pouvoir être installée, alors que c'était la raison pour laquelle les masses s'étaient soulevées en 1789, mais qu'il fallait inventer autre chose et qu'on allait inventer ce fameux concours média et pas immédiat. Et Sieyès continue. Il dit plutôt aux députés, à l'Assemblée, la différence entre ces deux systèmes politiques est énorme, mes chers amis. Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi ne doit pas être douteux parmi nous. D'abord, la très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisirs pour pouvoir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Ils doivent donc se nommer des représentants. Voilà. Ça, c'est posé. Nous avons fait la révolution pour que le peuple fasse les lois. Le peuple qui subit les lois, la logique toute simple de Jean-Jacques Rousseau était de dire, puisque c'est les gens qui subissent les lois qui doivent les faire, c'est ceux qui subissent qui doivent les faire. Eh bien, Sieyès nous dit que ces gens, cette multitude, n'a pas assez d'instruction et pas assez de loisirs, donc n'est pas capable de le faire, et n'a pas le temps matériel à y consacrer pour le faire. Donc, on va le faire faire par d'autres personnes, par un groupuscule, par une minorité. Et c'est ça, la démocratie représentative, c'est ça, l'oligocratie. Alors cet extrait est extrêmement intéressant parce qu'il n'y aurait rien, il n'y a pas un mot à changer pour décrire le système actuel. Et Sieyès continue, il enfonce le clou. Il dit, les citoyens qui sont des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes immédiatement la loi. S'ils le faisaient, ce ne serait plus un État représentatif, ce serait un État démocratique. Donc en 1789, déjà, ceux qui vont écrire une constitution qui ressemble grosso modo à celle que nous avons aujourd'hui disent pourquoi ils l'écrivent comme ça. Ils l'écrivent comme ça parce que ça ne doit pas être une constitution démocratique. Les citoyens doivent faire la loi avec des représentants, ils doivent renoncer à la faire eux-mêmes. Si les citoyens ne renoncent pas à faire eux-mêmes la loi, attention, c'est une démocratie. Et ce n'est pas ce que nous voulons, nous. Les gens de la Constituante, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et il termine, le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être,
le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. C'est clair. Bon. Et alors, ces phrases sont presque à apprendre par cœur parce que tout simplement, bon, c'est très court, hein, voilà, c'est quelque chose qui peut se réciter en 3 minutes et ça décrit le système. Non seulement ça décrit le système qu'on a actuellement, mais ça dit le pourquoi. Donc, de constat, la France n'est pas une démocratie, la France est une oligocratie. Donc, attention, l'oligocratie, c'est pas un gros mot, hein, c'est pas une insulte, hein. Ça définit tout simplement un système dans lequel c'est une minorité de personnes qui exercent la souveraineté. Alors on va voir ce que c'est que l'exercice de la souveraineté. Donc, 2 questions. Quid de la démocratie? Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Cette démocratie dont on nous parle tout le temps aujourd'hui, hein, puisque tous les maîtres du pouvoir nous disent que nous sommes dans une démocratie. Lorsque nous lisons la Constitution, nous voyons que dans l'article 1, nous sommes en démocratie. Or, c'est pourtant bien évident que c'est faux. Larousse le dit, le Robert le dit, l'étymologie le dit, et puis tout simplement la constatation objective. Et donc, qu'est-ce que c'est que la démocratie directe? Bon, ben, à ce stade-là, nous n'allons peut-être pas encore donner des réponses définitives, mais il semblerait bien que la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui employée dans la bouche des gens qui exercent le pouvoir, ça ne soit pas une démocratie, ça soit une démocratie, et que la démocratie directe, qu'on est obligé d'appeler démocratie directe, puisqu'il y a eu en quelque sorte usurpation sémantique ou hold-up sémantique sur le mot démocratie, ben on dit démocratie directe pour pouvoir mieux s'exprimer. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. La démocratie, il y a donc une usurpation sémantique, un hold-up sur ce terme-là. Et, par contre, lorsque les oligocrates actuels, qui se disent démocrates, qui sont les gens qui exercent le pouvoir, nous parlent de la démocratie directe, emploient le terme démocratie directe, dans quelle acception l'emploie-t-il? Eh bien, il l'emploie dans l'acception de variables d'ajustement. C'est-à-dire que nous allons... bon, ils disent, oui, ça existe la démocratie directe, c'est-à-dire le peuple qui s'exprime et qui fabrique une règle lui-même, ça existe, mais bon, c'est une petite piqûre homéopathique qu'on peut utiliser une fois de temps en temps. C'est en fait une variable d'ajustement de notre système oligocratique et ça s'appelle le référendum. Donc, pour les maîtres du pouvoir actuellement, pour le système oligocratique, quand ils disent démocratie directe, ils pensent référendum. Je fais un référendum, je suis dans un système de démocratie directe. Alors là, vous avez ce magnifique référendum de Charles de Gaulle pour précisément l'approbation de la Constitution de 1958. Alors, on remarque que approuver la Constitution de 1958, c'est aussi approuver le général de Gaulle. Donc c'est un référendum plébiscite pour mettre en place un système. La démocratie directe aurait-elle été instrumentalisée? Bon, je vous laisse le soin d'en juger. Donc cet outil, le référendum, que ces gens-là appellent la démocratie directe, il a été utilisé 9 fois, 5 fois par Charles de Gaulle, c'est le leader en la matière, 1 fois par Pompidou, 2 fois par Mitterrand et 2 fois par Jacques Chirac. Les autres ne l'ont pas utilisé. C'est en fait une arme qui, c'est une procédure qui s'est assez souvent retournée contre ceux qui l'ont mise en place, et de fait la dernière référendum de 2005 qui a été défavorable à celui qui l'avait proposé, et depuis plus personne ne s'y est essayé. Donc même, disons, ce petit avatar de la démocratie directe, ce petit élément semble faire extrêmement peur aux maîtres du pouvoir. On se souvient donc
du référendum de 1969 sur la régionalisation, qui a provoqué la chute de Gaulle, puisque De Gaulle, à ce moment-là, comme il avait fait pour la Constitution de 1958, a mis sa personne en jeu dans le référendum. C'était un référendum plébiscite, et il avait dit, si le non l'emporte, je démissionne. Il a démissionné. Chirac, pourtant gaulliste, n'a pas suivi l'exemple de Charles de Gaulle, puisqu'en 2005, il a été battu assez nettement pour le fameux référendum sur la Constitution européenne, et il n'est pas resté. Enfin, il a fait autrement. C'est quand même pas grave. Il s'est arrangé pour contourner le référendum et par une autre procédure législative faire en sorte que la loi qui avait été, le dispositif qui avait été rejeté par le peuple, cette multitude, eh bien, soit quand même réalisé. Eh bien, non. Nous disons que la démocratie directe, ça n'est pas une simple variable d'ajustement du système oligocratique actuel, mais c'est un système global d'organisation sociétale. Alors, un système global, ça veut dire il est donc possible, il serait donc possible d'écrire carrément une constitution entière en démocratie directe, et non pas de dire la constitution oligocratique c'est quelque chose qui s'impose, c'est une évidence, c'est incontournable, c'est un axiome, c'est la fin de l'histoire politique, et la démocratie directe ne peut être qu'un petit ingrédient homéopathique qu'on va mettre à certains moments, quand c'est nécessaire, pas le moins souvent possible parce que c'est assez dangereux, dans le fonctionnement des institutions. Donc il est possible d'écrire une constitution en démocratie directe, et là je vais vous donner l'exemple d'un travail que nous avons réalisé au sein du groupe de réflexion démocratie directe et résilience pendant 2 ans. Nous avons travaillé pendant 2 ans entre 2014 et 2016 à raison de 70 réunions de 4 heures, 7 réunions par semaine, et nous avons fait ce petit exercice d'écrire une constitution en démocratie directe dont je vais vous donner des grands traits. Alors, notre premier objectif, ça a été de définir clairement la notion de souveraineté. Pourquoi? Mais parce que, comme nous l'avons vu dans les définitions de Larousse et de Robert, on nous dit que la démocratie, c'est l'exercice de la souveraineté. Bon, donc, qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Là aussi, la souveraineté, elle apparaît très rapidement dans la Constitution de 58, dans l'article 3, je pense, même 2, mais on ne nous dit pas non plus qu'est-ce que c'est que la souveraineté. Voilà. Par exemple, la souveraineté, est-ce qu'un père de famille, est-ce qu'il est souverain sur ses enfants, est-ce qu'il est souverain sur sa femme, enfin, on ne sait pas. C'est un mot qui n'est pas défini. Comme d'ailleurs, tous les mots extrêmement importants, les concepts lourds qui sont manipulés par la Constitution de 58, on verra qu'ils ne sont jamais définis. Alors, le titre 1 de la Constitution de 58 se nomme « de la souveraineté ». Bon, c'est formidable, on va sans doute vous expliquer ce que c'est. Et l'article 3, plus précisément, nous dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Donc, voilà, on nous dit que la souveraineté est exercée par le peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, mais on ne définit pas ce que c'est que la souveraineté. Et l'alinéa 4 de l'article 3 dit que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie politique et démocratique de la nation. Je vous ai indiqué cet alinéa 4 parce que nous y reviendrons un petit peu plus tard, on verra qu'il a son importance. Pour l'instant, on va se concentrer sur la notion de souveraineté. Alors, les 2 principes fondamentaux de la souveraineté du peuple en démocratie directe sont les suivants. Premier principe fondamental. Alors, la Constitution en démocratie directe que nous avons écrite, c'est une Constitution que nous appelons principielle, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des principes qu'elle définit. Donc, le premier principe fondamental de souveraineté en démocratie directe, c'est de confier l'exercice du pouvoir au peuple à l'exclusion de toute forme de représentation. Donc,
on voit bien qu'on se rapproche là de la définition du Larousse de la démocratie. Mais ce principe implique de définir au préalable la notion de pouvoir. Bon, c'est bien joli de confier l'exercice du pouvoir au peuple, à l'exclusion de toute représentation, mais qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Et nous définissons le pouvoir, chose aussi qui n'est pas définie dans les textes constitutionnels actuels. Nous ne savons pas ce que c'est que le pouvoir. Nous disons le pouvoir, c'est le droit d'édicter toute règle coercitive. Règle coercitive, c'est une obligation de contrainte qui s'impose à tout citoyen sous la menace d'une sanction punitive s'il ne s'y conforme pas. C'est ça une règle coercitive. Et c'est ça exercer le pouvoir. Exercer le pouvoir, c'est la capacité d'édicter une règle coercitive. Ça s'appelle l'action législative. Et donc nous disons qu'il n'y a qu'un seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Alors on nous parle beaucoup des pouvoirs, avec les S, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir des médias, pouvoir des syndicats. Quand on regarde bien, qu'on décortique la Constitution et le texte juridique, on se rend bien compte que le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir législatif, parce que c'est lui qui donne le cadre et les règles des autres. Le pouvoir législatif peut défaire le pouvoir exécutif, il peut défaire le pouvoir judiciaire, il peut défaire le pouvoir des médias, et de toute façon, tous les autres pouvoirs ne peuvent s'exercer que dans le cadre des règles qui sont édictées par le pouvoir législatif. Donc le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Les autres sont des pouvoirs dérivés, on verra plus tard, un petit peu plus loin, que nous pouvons appeler mission, fonction ou rôle. Donc le premier principe de souveraineté, c'est que le peuple exerce le pouvoir législatif, à l'exclusion de tout type de représentation. Et que le pouvoir législatif, c'est le pouvoir d'édicter toute règle coercitive. Donc voilà un principe simple, posé. Il n'y a pas de règle coercitive qui peut être édictée par quelqu'un d'autre que le peuple assemblé. C'est le principe de la démocratie directe. Deuxième principe, la démocratie directe, deuxième principe fondamental, c'est de permettre au peuple d'exercer un contrôle sur la fonction exécutive, c'est-à-dire sur l'État. Voilà. Donc la souveraineté, c'est deux choses. C'est la capacité de fabriquer soi-même les lois, et c'est la capacité de contrôler la fonction exécutive, parce que, bien entendu, la démocratie directe, ça n'est pas l'autogestion. Et là, tout de suite, il faut faire un distinguo. Très souvent, les gens qui n'ont pas suffisamment étudié, qui n'ont pas été suffisamment informés par rapport à la démocratie directe, confondent, disent la démocratie directe, c'est toutes les décisions opérationnelles qui vont être prises un petit peu partout, à l'échelon local, régional, par tout le monde. Non. En démocratie directe, on n'élimine pas toute forme de représentation. On élimine toute forme de représentation au niveau du pouvoir législatif. Pour ce qui concerne l'exécutif et le judiciaire et tous les pouvoirs dérivés, il est bien évident que nous considérons qu'il doit y avoir des gens nommés, on verra comment, qui assument ce qu'on appelle les actes opérationnels, mais ils doivent être contrôlés par le peuple. Donc le peuple fait les lois et contrôle les pouvoirs dérivés. Ce sont les deux principes fondamentaux, constitutifs et indissociables de la souveraineté du peuple qui définit la démocratie. Donc, récapitulons, définition de la souveraineté, c'est-à-dire définition de la démocratie, directe, démocratie. Seul le peuple est souverain. Là aussi, quand on lit bien l'article 2, l'article 3 de la Constitution, on ne comprend pas bien, quand on parle de la souveraineté, si la souveraineté, quand on dit qu'elle est exercée par l'intermédiaire des représentants, bon, on ne comprend pas bien à qui appartient la souveraineté. Nous disons, seul le peuple est souverain. Et il est souverain, il exerce sa souveraineté de deux façons. Il a un exercice direct au niveau du pouvoir législatif et un pouvoir indirect, un pouvoir de contrôle sur la fonction exécutive. Un pouvoir de contrôle, ça veut dire qu'il contrôle s'il veut.
S'il n'a pas envie de contrôler, s'il juge que ça se passe suffisamment bien, on ne contrôle pas. Mais on peut contrôler à tout moment. Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça nous amène, ces principes radicaux, nous amènent à reconsidérer l'appellation, les acceptions diverses de pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir médiatique, pouvoir des corporations, pouvoir des multinationales, etc., etc., etc. Ce ne sont que des fonctions, ou missions, ou rôles, on les appelle comme on veut, mais tout importantes qu'elles soient, bien entendu, mais qui ne peuvent s'exercer que dans le cadre des règles qui leur sont édictées et qu'elles ne peuvent pas changer. Alors, bon, on voit tout de suite, la critique radicale sur ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'exécutif qui veut faire un commandement opérationnel, par exemple, un exécutif veut construire un pont. Pour qu'il puisse construire un pont, il faut que la loi le permette. Il faut qu'il n'y ait pas une loi qui lui interdise de construire un pont à cet endroit-là. Bon, eh bien, si justement il y a une loi qui ne permet pas de construire, je prends un exemple caricatural exprès, hein, s'il y a une loi qui interdit de construire un pont, l'exécutif dit c'est pas un problème. On va modifier la loi. Donc, c'est un déni de démocratie. Alors, bon, je ne sais pas si j'en parle un peu plus loin, mais entre parenthèses, c'est incompatible avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit qu'un système sociétal qui n'établit pas clairement la séparation des pouvoirs est réputé ne pas avoir de constitution. Or, la Constitution de 58, c'est un mélange du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, ou plus exactement, c'est une mainmise quasiment quasi totale du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. C'est le pouvoir exécutif qui fait. Alors, la démocratie représentative, qu'est-ce que c'est? C'est à gauche, c'est un État avec un pouvoir législatif exercé par des représentants, un pouvoir exécutif, et les deux s'exercent sur le peuple. En démocratie directe, nous avons le peuple qui est en haut. Vous avez des petites maisons dessus. C'est toutes les assemblées que nous avons appelées agora. Ce peuple, évidemment, il ne se réunit pas 40 millions comme ça tous les jours dans un même endroit, mais nous allons voir quelle est l'organisation, l'infrastructure que nous proposons. Et donc, ce peuple exerce le pouvoir législatif, il contrôle, notre façon de voir le schéma de tout à l'heure, il exerce un veto, il exerce un contrôle par l'initiative et le veto. C'est-à-dire que le contrôle, c'est aussi le pouvoir d'initiative, de dire nous souhaitons que vous fassiez ça, ou nous vous proposons. Et puis le veto, c'est nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Donc, si on veut prendre une expression un peu triviale, qui soit bien comprise par tout le monde, l'État, en démocratie directe, est délesté du pouvoir législatif. Mais lorsque nous avons dit pouvoir législatif, nous n'avons pas non plus tout dit. C'est comme pour pouvoir, comme pour souveraineté, il faut définir les mots. Qu'est-ce que le pouvoir législatif? C'est le pouvoir de faire la loi. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? Une loi, là aussi il faut le définir, parce que ce n'est pas défini dans la Constitution. Une loi est une règle qui s'impose par la coercition. Bon, j'ai dit tout à l'heure ce qu'était la coercition. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de le répéter. Mais lorsqu'on dit qu'une loi est une règle qui s'impose par la coercition, ça veut dire que c'est une loi, c'est un arrêté, c'est un décret, c'est un règlement, d'une directive, d'une ordonnance, d'une circulaire, qui peut être fabriqué non pas par l'Assemblée nationale, non pas uniquement par l'Assemblée nationale, mais peut être fabriqué par un ministre, par un préfet, par un maire, par un technocrate. Bruxelles. Et en termes quantitatifs, qu'est-ce que ça donne? Si on prend par exemple 140 000 règles coercitives qui sont contenues dans nos 74 codes juridiques, c'est à peine 10% qui sont des lois faites par l'Assemblée nationale et 90% qui sont des lois faites par des mandataires, la plupart du temps même pas élus. Et inversement, toute règle qui ne s'impose pas par la coercition n'est pas une loi.
là aussi, il y a une extension. Par exemple, quand on dit les primes ou l'allocation à adulte handicapé, c'est une loi. Ça n'est pas une loi. C'est un commandement opérationnel. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose par la Constitution. Donc, c'est bien précisé, pour dire, lorsqu'on parle de loi, bien savoir de quoi on parle. Alors, les règles qui sont des lois, il y a deux grandes catégories. Il y a les lois d'interdiction. On va rentrer dans le code pénal, le code de la route, les professions réglementées, on a le droit d'être médecin, on a le droit d'être avocat, voilà. C'est des lois où on n'a pas le droit de faire certaines choses. Et puis des lois de contrainte, dire que, en dehors de toute contingence, vous avez quelque chose qui s'impose à vous. Par exemple, le prélèvement fiscal ou la conscription. Donc, loi d'interdiction, loi de contrainte, avec élément coercitif, si vous ne le faites pas. Bon, vous avez la violence légale qui s'applique sur vous, hein, puisque le monopole de la violence légale est détenu par l'exécutif. Alors, ça, c'est des lois. Et quelles sont les règles qui ne sont pas des lois? Parce que là aussi, il y a une confusion entre règles et lois. Les règles, lois, arrêtés. Les règles qui ne sont pas des lois, c'est des décisions administratives prises dans le cadre de la loi, parce que de toute façon, tout commandement opérationnel ne peut être pris que dans le cadre de la loi, par des fonctionnaires de l'exécutif. Alors, il y a 4 grandes catégories. Par exemple, la loi de finances. Là encore, il y a un abus de langage. Une loi de finances, ça n'est pas une loi. Une loi de finances, c'est lorsque l'État central a encaissé ses 280 milliards, qui sont constitués par 140 milliards venant de la TVA, 70 milliards venant de l'impôt sur le revenu, 50 milliards venant de l'impôt sur les sociétés, 25 milliards venant de la TIPP, bref, enfin la TICPE maintenant. Donc il a 280 milliards, puis il dit tiens, on va en mettre 60 à l'armée. C'est pas une loi. Elle ne s'impose pas, aux citoyens de la vie de tous les jours. C'est pas coercitif. Voilà. Il y a un abus de langage, c'est seulement une répartition de l'exécutif avec le budget. Un petit peu comme quand vous êtes président d'association, vous avez un budget, vous le répartissez entre. Les décisions d'aménagement du territoire. J'ai dit tout à l'heure, faire un pont, construire un pont, faire une route, ce ne sont pas des lois. Ce sont des décisions opérationnelles, ce sont des commandements opérationnels. Les lois sont des règles abstraites. C'est abstrait, une loi. Une loi, c'est rien. Vous savez que si vous faites quelque chose, vous n'avez pas le droit de le faire, ou que vous êtes obligé de faire quelque chose, quoi que vous fassiez, bon, c'est abstrait. Un commandement opérationnel, c'est précis. Hein, construire quelque chose. Décisions d'aménagement du territoire, ce ne sont pas des lois. Les primes, les allocations distinctives, les primes, les primes sociales, les allocations distinctives, vous avez de temps si vous faites ça, ce ne sont pas des lois. C'est des avantages que vous donnez, c'est pas coercitif. Les reconnaissances et les labels. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont sémantiques pour qu'on ne confonde pas loi, règles abstraites et commandement opérationnel, action concrète. Et donc, loi, règles abstraites fabriquées par le pouvoir législatif, commandement opérationnel pris par le pouvoir exécutif. Mais comme il y a un mélange des deux, actuellement, que l'exécutif fabrique les lois, on comprend aisément que les gens mélangent tout ça. Alors, le pouvoir législatif, comment est-ce que nous le concevons dans notre petite architecture de démocratie directe? Alors, tout d'abord, c'est d'abord une infrastructure. Le pouvoir législatif, ça concerne 45 millions de personnes. Bon, il faudrait quand même savoir comment est-ce que ça va fonctionner. Alors, tout d'abord, une infrastructure opérationnelle. Comment est-ce qu'on fabrique une loi? À notre avis, il y a 4 phases d'élaboration de la loi. Hein, c'est comme une fusée à 4 étages. Il y a l'initiative. Il y a quelqu'un à l'initiative d'une loi. Il faut qu'on la présente à ceux qui vont la voter. Alors, s'il n'y a que 300 personnes hein, ou 500 personnes, c'est plus facile.
Une troisième phase, c'est le débat. Il faut bien débattre. On ne vote pas simplement après une présentation. Il faut présenter les arguments pour, les arguments contre, etc. Et ensuite la votation. Donc 4 phases. Initiative, phase 1, présentation, phase 2, débat, phase 3, votation, phase 4. Alors, ce que nous disons, nous, en démocratie directe, c'est que l'initiative, elle est partout. Partout et nulle part. Elle est en tout cas dans rien d'organisé. Elle émane, parce que, qu'est-ce que c'est qu'une loi? Une loi, c'est le besoin qui émane, qui est cristallisé par des aspirations multiformes, qui est cristallisé dans une rédaction, d'une règle coercitive, de l'ensemble des citoyens qui en ressentent le besoin. On fabrique une loi parce qu'on en ressent le besoin. Et la loi étant subie par les citoyens, il serait logique que la loi émane d'un besoin du citoyen. Donc, l'initiative en démocratie directe, elle est partout. Elle vient de groupes, de clubs, de mouvements, d'associations, de collectifs citoyens, de syndicats, de corporations. C'est la société civile. La société civile qui s'organise comme elle veut. Des clubs d'initiative, des cercles d'initiative, et qui vont proposer d'ajouter une nouvelle loi, qui vont proposer d'abroger une loi existante, et qui vont proposer de modifier. Donc, pas d'infrastructure organisée pour l'initiative. Une fois qu'une initiative est émanée d'un citoyen ou d'un groupe de citoyens, il s'agit de la présenter au plus grand nombre, à l'ensemble des citoyens majeurs, de la débattre et de la voter. Nous avons imaginé qu'il fallait, là, cette fois, des structures, des maisons, des salles, que nous avons appelées agora, des assemblées citoyennes locales, réparties sur l'ensemble du territoire, dans lesquelles les initiatives vont pouvoir être présentées, dans lesquelles les initiatives vont pouvoir être débattues, et enfin, vont pouvoir être votées, adoptées ou rejetées. Donc c'est un immense réseau d'assemblées citoyennes locales, un réseau d'accords. Voici donc le schéma global. L'initiative qui relève de la société civile et 3 autres phases, présentation, débat et votation, qui relèvent d'une infrastructure physique. Donc maintenant, voyons cette infrastructure physique. Nous avons proposé de créer une agora par tranche de 3500 citoyens majeurs, répartis en 7 groupes de 500, donc des salles de capacité de 500 personnes, qui seraient ouvertes 7 jours sur 7, et de 6 h du matin à 24 h. Ça, ce sont des choses à préciser. L'idée, c'est que cette salle le planning fait en sorte qu'il puisse y avoir 7 groupes de 500 personnes qui puissent se réunir régulièrement. Sur la base de 50 millions de citoyens majeurs, les agoras seraient donc au nombre de 14 500, soit environ 145 agoras par département. Alors voilà ce que ça donnerait pour la France entière, hein, avec une concentration sur Paris, Lyon, Marseille. Voilà, l'agora pour 3500 citoyens, 14 500 agoras en France. Agora dite Assemblée citoyenne locale, c'est pareil, 145 agoras par département. Alors, le département de la Haute-Savoie, qui me parle particulièrement, donc voilà ce que ça pourrait donner autour d'une civile. Voilà. Bon. Pour imaginer un petit peu. Donc les agoras, comme je vous l'ai dit, fonctionnent 7 jours sur 7, ont une capacité de 500 personnes. Chaque agora serait animée par 2 mandataires nommés pour une durée limitée par une commission centrale législative. Alors on va parler de la commission centrale législative. Les mairies et bâtiments annexes seraient prioritairement reconvertis en agora. Alors vous allez voir pourquoi on n'est plus bien lié. Donc, voici notre agora avec capacité de 500 personnes et 7 groupes de 500 qui se réunissent à chacun aux heures qui leur sont dédiées. Donc, quel est le fonctionnement des agoras? C'est une définition de ce que nous avons dit pour la fonction législative.
C'est-à-dire qu'elles ont deux rôles. Elles produisent la législation, et toute la législation, et elles contrôlent l'exécutif. Alors, elles produisent la législation si elles veulent, si elles en ont besoin. Si personne ne veut de loi nouvelle, on a fabrique pas. Et elles contrôlent l'exécutif si elles ont envie de le contrôler. Alors, quel est le circuit du projet de loi? On a vu tout à l'heure que n'importe quel individu ou groupe d'individus pouvait proposer une loi. Évidemment, ça veut faire beaucoup. Quand on voit les plateformes comme par exemple Desmodines ou autres, chacun y va de sa proposition de loi, et bien évident qu'il faut un filtre pour que le réseau des Agora ne soit pas saisi par des multitudes et des milliers de propositions de loi. Donc une fois élaboré, un projet de loi peut être déposé dans n'importe quel Agora territoire national afin de passer en phase de présentation, puis de débat, et en fin de votation, sous réserve qu'il soit accompagné d'un nombre de signatures requis. Voilà. Donc, un filtre qui est un nombre de signatures, on va voir les quotas que nous proposons. Encore une fois, il peut y avoir, bien entendu, des débats. Alors, ce projet qui a été élaboré fin 2016 est toujours en débat dans un certain nombre de groupes, notamment à Toulouse, et il y a des suggestions qui sont faites, non pas sur des points fondamentaux, mais sur des points, je dirais, de procédure. Mais quid d'un projet de loi qui n'est pas accompagné du nombre de signatures requis? On va voir le nombre de signatures que nous proposons. Lorsque un projet de loi vient d'un groupe organisé, il est évident que ce groupe organisé va avoir un réseau qui va lui permettre d'atteindre le nombre de signatures. Par contre, lorsqu'un individu tout seul, prenons le cas disons, le plus extrême, lorsqu'un individu tout seul va pondre un projet de loi, bien évidemment, il ne pourra pas être étudié. Alors nous avons pensé qu'il serait utile de permettre aux propositions isolées de figurer un petit peu comme, j'ai parlé tout à l'heure de Desmodines, mais sur des plateformes de ce type, et qui seraient ouvertes à l'implémentation de signatures. Bon, si vous êtes intéressé par la production législative, vous pouvez aller voir sur les plateformes les différentes propositions de loi qui sont présentées, qui sont suggérées, et y mettre votre signature. Donc, projet d'attente de signature sur les plateformes ouvertes, Internet. Alors, pour les quotas de validation, nous proposons pour la loi ordinaire, c'est-à-dire pour abroger une loi, pour la modifier ou pour la créer, afin d'être recevable, c'est-à-dire d'avoir le droit d'entrer dans le réseau des Agora, pour pouvoir y débattu, 1 pour 1000 des citoyens majeurs, soit 50 000 sur la base de 50 000 des citoyens majeurs, et pour être adopté, c'est-à-dire après avoir été présenté, après avoir eu le droit d'être présenté et débattu, pour être adopté, une majorité des votants, sous réserve d'une participation au moins égale à la moitié des citoyens majeurs. Alors, ça c'est extrêmement important, c'est un des principes pour nous de la démocratie directe, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une majorité, bon, on est fidèle au principe majoritaire, mais une majorité qui soit suffisante par rapport au nombre de citoyens susceptibles de se prononcer. Donc si on n'a pas une participation au moins égale à plus de la moitié, quel que soit le résultat de la votation, ce sera invalide. Alors ça c'est pour la loi ordinaire. Pour la Constitution, on a des barres closes, c'est pas logique, c'est pas logique à tout le monde. Une recevabilité à 500 000, recevabilité pour être étudiée, et ensuite une adoption tout simplement à la majorité des citoyens majeurs, c'est-à-dire 25 millions sur base de 50. Bon, voilà. Ça c'est des propositions chiffrées qui peuvent être débattues, mais elles sont dans le cadre d'un principe. Le principe, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une majorité, mais quand on parle de majorité, c'est majorité des votants potentiels. Maintenant, quel est le parcours législatif? Le parcours législatif, c'est que les projets recevables passent en agora, en séance de présentation, puis le débat contradictoire éclairant,
Et enfin, de votation. Présentation, débat, votation. Alors, les séances de présentation, on a donc, on a parlé tout à l'heure d'Agora qui était ouverte 7 jours sur 7. Donc, chaque groupe de 500 peut évidemment avoir, si on rentre dans le calendrier, il y a 7 séances par semaine, mais les séances ne sont pas toutes de même nature. Nous avons des séances de présentation, des séances de débat et des séances de votation. Donc, les séances de présentation qui sont distinctes des séances de débat ou des séances de votation. Bon, nous avons proposé aussi qu'il y a un 4e type de séances qui sont des séances tout simplement de réflexion, chacun peut lancer des idées. Mais bon, ça c'est une variante en débat. Les séances de présentation, eh bien, lorsqu'un projet de loi entre dans le réseau des Agora, il est présenté simultanément dans tout le réseau des Agora, soit par des présentations vidéo dans la distance, soit dans la mesure des possibilités des porteurs de projet, des présentations physiques. Alors, à droite, vous voyez que vous avez le citoyen connecté, c'est-à-dire que, bien entendu, l'assiduité, enfin la présence dans l'Agora n'est pas obligatoire. Le citoyen peut rester chez lui, consulter par système vidéo, assister à la présentation et à la séance de l'Agora. Les séances de débat, c'est le même principe, c'est-à-dire que le citoyen qui ne veut pas aller à l'Agora peut participer, peut regarder les séances de débat depuis chez lui en étant connecté dans son Agora d'affectation. Et les séances de débat consistent, alors on va le voir tout de suite, non pas à amender la loi, mais à la discuter de façon à ce que la votation soit éclairée par des arguments contradictoires. Et enfin, les séances de votation qui ont pour objet l'adoption de projet de loi. Les lois et les projets étant étudiés, comme je viens de dire, un par un. C'est le même projet qui est présenté partout pendant une durée déterminée. C'est le même projet qui est débattu partout pendant une durée déterminée. Et ensuite, le projet passe en séance de votation. Le citoyen connecté pourra également voter à partir de chez lui, sans se déplacer à la cour. Voyons maintenant la fonction exécutive. Alors, nous disons fonction exécutive, on vient de parler maintenant du pouvoir législatif, maintenant on parle de la fonction exécutive, nous ne parlons plus de pouvoir exécutif. L'exécutif est une fonction, rien de plus. La fonction exécutive, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est tout simplement l'ensemble des moyens mis en œuvre pour faire fonctionner les services publics. Et la fonction exécutive, elle relève de la souveraineté populaire. Alors c'est plus, comme dit l'article 1, la souveraineté populaire s'exerce par l'intermédiaire de ce qu'on entend. La souveraineté populaire, c'est le peuple, et il délègue sa souveraineté à un exécutif pour faire des choses dans l'intérêt collectif. Elle est donc déléguée par le peuple à une entité administrative dénommée État, qui assure en son nom, en nom du peuple, le fonctionnement des services publics dans le strict respect des lois en vigueur. Il ne peut pas les modifier. Donc nous avons le peuple souverain qui délègue la fonction exécutive et qui la contrôle. Et donc l'État, la fonction exécutive, ça s'appelle État, et l'État gère les services publics. C'est tout ce qu'il faut, il gère les services publics. Il a donc l'initiative de projets opérationnels relatifs à ces services publics, mais cette initiative, il a l'initiative puisque c'est sa raison d'être, mais cette initiative, il la partage avec les Agora. C'est que les Agora peuvent aussi, en plus de leur fonction de fabriquer la loi, de fabriquer la règle coercitive, en général, les Agora ont aussi la possibilité d'avoir des initiatives dans le domaine des services publics et de les proposer. Alors,
elle peut les proposer à l'exécutif, qui va suivre ou pas, mais les agora conservent le droit de veto. Donc c'est de l'initiative, c'est pas de la gestion, c'est de l'initiative, proposition, et c'est du veto si le résultat des propositions ne convient pas. Et ça donne des projets opérationnels de l'exécutif. On voit de quelle façon ils sont impactés en partie par les agora. Alors, en croquis, ça donne ça. La réalisation des projets et la gestion opérationnelle des services publics est assurée par l'État sous contrôle des agora. L'exécutif met en œuvre les projets opérationnels et contrôlé par les agora. Alors, quels sont ces services publics que nous proposons? Ben, on n'invente pas grand-chose, on invente quand même un petit quelque chose, vous allez voir. Ben, nous avons d'abord deux types de services publics. C'est les services publics que nous appelons régaliens, que tout le monde appelle régaliens, et puis les services publics qu'on va appeler services publics sociaux. Les services publics régaliens, c'est la sécurité intérieure, la police, la sécurité extérieure, l'armée, la justice, la diplomatie et la perception fiscale. Les services sociaux, c'est l'administration du territoire. Sociaux, pas au sens aide sociale, hein, sociétale, on va dire. Administration du territoire, santé, enseignement, solidarité et infrastructure d'information politique. Ça, c'est un service public que nous créons et dont je vais vous parler tout de suite. Le service d'infrastructure de l'information politique, qu'est-ce que c'est? Alors, on a vu tout à l'heure en début d'exposé l'alinéa 4 de l'article 3 de la Constitution qui dit que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Alors, nous n'avons plus, bien sûr, de partis politiques pour fabriquer les lois, puisque c'est le peuple qui les fait, mais nous avons toujours des partis politiques qui postulent à la gestion de l'État. Et donc, cette alinéa 4 de l'article 3 nous paraît excellent dans sa rédaction, mais déplorable au niveau de son application, puisqu'il y a un scandale de taille. Cet article est magnifique et bien entendu bafoué tous les jours. C'est-à-dire que la loi ne garantit pas du tout les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis, groupements politiques et la vie démocratique de la nation. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'être candidat, par exemple législative ou plus, c'est pas équitable. Pas équitable pourquoi? Eh bien parce que, vous voyez, les grands partis, REP, PSE, l'Europe, bon, voilà, ça a accès. Et puis tous les autres petits partis, moi citoyen A, moi citoyen B, moi citoyen C, boum, c'est entre un mur, n'est pas accès aux médias. Donc, cet article est bafoué. Et nous pensons que c'est un des éléments premiers à rétablir dans le cadre de bon fonctionnement démocratique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous mettons à disposition une infrastructure matérielle, c'est-à-dire uniquement des équipements techniques d'expression et de diffusion à tous les groupes politiques, quelle que soit leur tendance. Donc vous voyez ici, on a des mouvements et groupements citoyens, mouvement A, mouvement B, mouvement C, mouvement D, et tous ces mouvements ont accès à une chaîne télé, à une chaîne radio, à donc un journal et à une chaîne. Une stricte égalité d'accès à cet équipement en temps et en espace est garantie à chaque groupe politique déclaré, la moitié au moins de l'espace attribué à chaque mouvement devant être consacré au débat contradictoire. Donc il y a de la propagande, voilà, moi je pense, nous pensons que, etc. Mais la moitié du temps alloué sur ces chaînes publiques doit être consacré au débat. C'est-à-dire que si vous êtes un mouvement citoyen A et que
moi je suis un simple citoyen ou B, je peux demander à débattre avec vous et vous êtes obligé d'accepter le débat, dans la mesure évidemment des inscriptions, etc., et des panels. Alors, j'insiste parce que je l'ai peut-être dit un petit peu vite, c'est uniquement une infrastructure matérielle. Hein. Il n'y a pas de journaliste. Vous venez avec vos propres journalistes. Voilà. C'est une infrastructure matérielle, c'est comme ici. Hein. Il y a un studio avec des ingé-sons, des éclairages, des canaux de diffusion. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes un petit parti, vous voulez créer une chaîne de télé, c'est pas possible. Parce qu'il faut demander à l'ART qui vous donne le canal. Est-ce que je peux avoir le canal 234 par exemple? Ce serait bien pour. Eh bien, vous ne pouvez pas l'avoir. Hein. Bon, donc la loi est bafouée. Oui, oui, mais ça ne devrait pas coûter ça devrait être gratuit. Gratuit. Alors maintenant, cet exécutif, comment est-ce qu'il est administré? Il est administré par un gouverneur exécutif. Donc on maintient une représentation importante dans le domaine de l'exécutif, mais nous n'appelons plus, disons, ce directeur général, nous n'appelons plus président de la République, nous l'appelons gouverneur exécutif parce qu'il ne fait que gouverner l'exécutif. Le gouverneur exécutif, c'est donc quelqu'un qui dirige l'État. Il est élu dans un vote spécial des Agora, tous les 5 ans, scrutin libre. Là encore, ça peut être changé, ça peut être discuté. Tout citoyen peut présenter sa candidature à la gouvernance exécutive dès lors qu'il recueille les signatures de 1 pour 1000 des citoyens majeurs. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez vous présenter à la présidence de la République, il faut avoir les signatures d'élus. Hein, 36 000, il y a 36 000, 38 000, 37, grosso modo, c'est les maires, les conseillers généraux et les députés. Et c'est quasiment impossible, si on n'a pas, un entre-genre ou un lobby politique, c'est impossible pour un petit candidat de tenir ces signatures. Or, nous pensons que les signatures, elles doivent émaner des citoyens. Alors, 50 000, il faut peut-être discuter les chiffres, mais c'est le principe qui compte. Donc, le gouverneur exécutif, il vient d'une agora, voilà, et puis il a le nombre de signatures voulues, et donc il va pouvoir être élu. Alors, par un scrutin de liste, c'est-à-dire que c'est une liste avec le gouvernement exécutif et un certain nombre de ministres qu'on connaît déjà à l'avance. Ça aussi, c'est des propositions qui sont faites, qui peuvent être. C'est le principe. Donc, le gouvernement exécutif est élu sur la base d'un programme précis. Ça, c'est important. Il est élu sur la base d'un programme précis, chiffré, concernant le fonctionnement des services publics et d'une liste nominative des ministres directeurs des principaux services publics. Nous avons le directeur, le gouverneur de la sécurité intérieure, le gouverneur. Voilà. Élu sur la base d'un programme précis, chiffré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, là je pense que vous pensez immédiatement au mandat impératif, c'est-à-dire que si les propositions précises qui sont faites dans le programme ne sont pas réalisées, eh bien, on va pouvoir, via les agoras, intervenir. La responsabilité du gouverneur exécutif, elle est devant le peuple. Aujourd'hui, le président de la République n'est responsable devant personne, il est responsable que devant lui-même. Ce qui d'ailleurs n'est pas logique par rapport à la délégation de souveraineté du peuple. Puisque le peuple délègue sa souveraineté dans le domaine exécutif à une personne ou une équipe, il est normal qu'il ait la possibilité de le sanctionner ou de le révoquer dans la mesure où il ne respecte pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas simplement sur un élément subjectif, un tel ne nous plaît plus, etc. Bon, c'est par rapport à les engagements qu'il a pris lors de sa campagne électorale. Il est donc révocable par les agoras en cas avéré et prouvé de non-respect du programme annoncé.
et ce, dans les mêmes conditions de recevabilité de la demande d'adaptation que pour une modification des constitutions. Donc il est révocable avec les quotas, qui sont les quotas législatifs. Cette révocation, évidemment, emporte naturellement l'extinction de l'article 37, je crois, de la Constitution, qui interdit le mandat impératif. Non seulement le mandat impératif n'est pas interdit, mais le mandat impératif est un fondement de la démocratie. Donc, le gouvernement exécutif est élu sur un programme du gouvernement. Son travail est évalué par les agora et il peut y avoir révocation. Voyons maintenant comment fonctionnent les territoires, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'une des fonctions de l'exécutif, c'était l'administration du territoire. Le service public de l'administration du territoire est très différent dans le système de démocratie directe que le système actuel, puisque le système actuel, c'est des élus, en principe, qui gèrent les territoires. En fait, ce sont les technocrates qui sont autour. Bref. Alors, d'une part, nous avons souhaité mettre fin à cette hypocrisie, puisque c'est effectivement les technocrates qui dirigent les collectivités territoriales et non pas les élus. Nous disons que les collectivités territoriales sont administrées par des mandataires, donc des fonctionnaires, nommés par le service public de l'administration du territoire. Donc on a le service public de l'administration du territoire qui va nommer des mandataires territoriaux. Mais ces mandataires territoriaux vont être contrôlés par les agoras situés dans le périmètre dont relève la collectivité. Donc ce sont des fonctionnaires qui gèrent le territoire, et ces fonctionnaires sont contrôlés par les assemblées citoyennes. Contrôlés ou pas. Bon, si tout le monde est net, tout le monde trouve que c'est très bien. Bon, c'est pas la peine d'aller à l'agora. Les agoras, de fait, ont donc un droit d'initiative pour tout projet nouveau d'aménagement du territoire, toujours la faculté d'initiative de l'agora, en plus de sa faculté de contrôle. Ils peuvent proposer un droit de veto sur des choses qui ont été faites et un droit de questionnement, très important. On se rend compte dans les expériences de l'Assemblée citoyenne locale que finalement le problème, ce qui pose le plus de problème à la représentation, c'est le qu'on pose des questions. C'est presque pire que les critiques des questions. Donc on a le droit de poser des questions, un droit de veto et un droit d'initiative. On n'a pas de faire à la place. Hein. Alors, quid de l'Union européenne, parce que tout ça c'est bien joli, mais on a beaucoup de lois qui nous passent par-dessus la tête nationale, donc beaucoup de lois supranationales. Et, sur dire passant, vous savez bien que ces lois, alors là, elles ne sont pas fabriquées par des élus, mais par des technocrates. Donc, nous avons pensé modifier le titre 12, consacré à l'Union européenne, de façon extrêmement simple, en disant que les représentants européens sont nommés par le gouvernement et révocables par les agoras. Donc, toujours dans le cadre avec la diplomatie, c'était un des secteur régalien de la fonction exécutive. Donc nous avons effectivement des représentants européens nommés par le gouvernement, mais ils sont révocables par les agoras. Deuxième principe, le gouvernement soumet aux agoras les projets d'actes législatifs de l'UE. Ils vont discuter, mais il le soumet aux agoras, qui peuvent accepter ou refuser. Les agoras peuvent s'opposer à une modification des règles d'adoption des règles de l'UE, et la République peut décider de sortir de l'Union européenne si un projet de loi abrogeant ce titre est adopté par les agoras. La rédaction de cet article n'est pas extrêmement limpide. Disons, pour être clair, que si les agoras décident d'abroger le titre 12, la Constitution, se dire grosso modo de sortir de l'Europe, elle peut le faire de façon extrêmement simple. Alors, après avoir écrit la Constitution, quelles sont les règles pour la... Comment est-ce qu'on fait pour la modifier? C'est une Constitution qui peut être modifiée en permanence.
puisque l'initiative de la révision de la Constitution appartient au seul peuple par le biais des procédures prévues dans les actes de Rennes. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait des quotas de recevabilité, qui étaient plus hauts que les quotas de recevabilité pour les projets de loi simples, concernant les modifications constitutionnelles. Donc, à tout moment, dans les actes, on peut modifier la Constitution si le projet modificatif de la Constitution recueille un nombre de signatures suffisant. Et donc, tout groupement citoyen peut proposer la création d'un nouvel article de la Constitution, la modification ou l'abrogation d'un article existant. Donc, extrêmement simple de modifier la Constitution. Nous avons un outil qui est un outil populaire qui peut être mobilisé, mais non, évidemment, l'agrément d'un nombre important de citoyens afin de réviser la Constitution. C'est une Constitution qui peut être modifiée en permanence. Alors, maintenant, pourquoi faudrait faire ça? Et pourquoi ne pas rester le système qu'on a actuellement? Quelles sont les raisons? La première raison, c'est que la révolution de 1789 n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on nous a dit. Hein? On nous dit que c'est la fin de l'histoire, que le système actuel il a duré éternellement. Donc la révolution de 1789 n'est pas terminée, malgré le 9 Thermidor. Ce qu'on a commencé en 1789 a été interrompu. Donc nous, on propose de continuer. Après le 9 Thermidor. Voilà. Et rétablir le véritable projet initial, c'est-à-dire dénoncer l'imposture rédactionnelle, pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, versus pouvoir d'un petit nombre sur le plus grand. Voilà. En théorie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. En pratique, c'est le gouvernement de l'oligarchie financière et industrielle sur le peuple. La deuxième raison, c'est que nous pensons que le système de production de l'économie capitaliste croissanciste n'a pas d'avenir. Il est condamné à terme par la raréfaction des ressources énergétiques et minérales qui constituent le carburant unique du développement industriel. En termes historiques, ça s'illustre comme ça. Avant 1789, on avait un système monocratique qui accompagnait l'économie médiévale qui était basée sur le pouvoir des propriétaires fonciers. Après 1789, l'oligocratie, qui avait besoin de se débarrasser du système législatif de l'ancien régime, afin d'installer une économie capitaliste et croissanciste, c'est-à-dire le pouvoir des marchands, par ces constitutions que nous avons aujourd'hui, qui sont à peu près répandues sur tous les pays de la Terre, ces constitutions légocratiques. Après 2025, alors mettez ce que vous voulez, mettez 2030 ou 2050, on n'est pas à 50 ans, on n'est pas même à 100 ans près, hein, dans la mesure où nous avons commencé notre petite prédation, notre grande prédation des ressources naturelles finies il y a 10 000 ans à la révolution néolithique. Donc vous mettez la date que vous voulez. Après, en tout cas, une période qui va être assez rapide, 100 ans c'est très rapide, c'est un clignement de paupières. La démocratie directe, nous pensons qu'elle pourrait accompagner la décroissance inéluctable par une organisation pouvoir du peuple. La faillite annoncée de cette société industrielle constitue pour nous une donnée objectivement révolutionnaire parce qu'elle détruit les piliers du système sociétal actuel fondé sur l'économie capitaliste croissanciste, et que cette décroissance inéluctable, décroissance bioéconomique, thermo-industrielle, thermonomique, est de nature à influencer les modes de pensée dans les années à venir et rendre possible, pourquoi pas, l'émergence d'un mouvement politique de rupture. Politique de rupture, c'est-à-dire rupture avec l'oligocratie. Et ce mouvement politique de rupture, dans la mesure où
c'est l'oligocratie qui a créé le système de production capitaliste 306, ça n'est pas l'oligocratie qui va pouvoir gérer le déclin de ce système. Notre ami Albert Einstein nous a dit on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé, on ne va pas résoudre, on ne va pas accompagner, on ne va pas gérer la décroissance inéluctable avec le système politique qu'il a créé. Donc ça, c'est les deux grandes raisons. Puis il y a des raisons annexes, mais qui sont très importantes aussi. On traitait le symptôme de l'abstention grandissante. L'abstention grandissante, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de confiance, aujourd'hui, et de défiance généralisée envers le système représentatif, mais comme il n'y a rien d'autre, les gens vont quand même les voter. Crise de confiance envers les représentants, les gens n'ont plus du tout confiance en les représentants, c'est quand même quelque chose d'évident. Et qui doit poser un problème de fond. Et à mon sens, la raison annexe la plus grave, c'est la crise de légitimité. On ne sait plus aujourd'hui ce qui est légitime. Les lois s'élaborent, on nous dit que les lois doivent s'élaborer dans le cadre d'un rapport de force, c'est-à-dire que le système pond une loi, la loi est ensuite contestée soit dans la rue, soit par un certain nombre de groupes de pression. Et donc, on nous dit que la loi va s'installer comme ça, dans le cadre de ce rapport de force. Mais ça n'est pas écrit comme ça dans la Constitution. La Constitution, il n'est pas dit nulle part que la loi doit s'établir, par exemple, le pouvoir administratif essaye une loi, il voit si ça marche, s'il n'y a pas trop de manifestations, elle passe, s'il y a trop de manifestations, il l'enlève. C'est pas écrit comme ça du tout dans la Constitution. Donc, il y a une dérive. Alors, je ne dis pas que c'est bien de faire comme ça ou bien de faire mal. En tout cas, on constate que ce qui est écrit, la façon dont on doit fabriquer la loi ne la fabrique pas de cette façon. À partir du moment où on a élu de façon légitime des représentants pour faire la loi, il n'y a aucune raison de contester la loi qu'ils ont faite. C'est qu'il y a un problème de fond. Donc, il y a un problème de légitimité. Confusion entre le légal et le légitime. Ça veut dire que l'Assemblée nationale est légale, d'accord, elle a le droit de faire une loi. Un préfet est légal, il a le droit de prendre un décret. Mais on va le contester parce qu'on estime que ce n'est pas légitime. C'est légal, oui, mais ce n'est pas légitime. Donc il y a un vrai problème. Les représentants sont contestés, ils sont mal élus, ils sont surtout élus selon des procédures que les citoyens n'acceptent plus. Alors, ce n'est pas conscientisé, et nous essayons de le conscientiser en y mettant une architecture. Alors, méthodologie critique, quelles sont les objections? Quelles sont les objections qui nous sont le plus couramment faites par rapport à ce projet de démocratie directe, puisque nous sommes demandeurs de contradicteurs. Et nous en avons, et voilà. Donc, première objection, le coût. Votre démocratie directe, ça coûte beaucoup trop cher. Alors, pour savoir si la démocratie directe, telle que nous la proposons, le système, coûte trop cher, il faudrait d'abord savoir combien ça coûte la démocratie représentative. La démocratie représentative, voilà ce que ça coûte. Donc, les élections législatives, les élections municipales, les élections régionales, les élections nationales, l'Assemblée nationale, le coût du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc c'est en millions, c'est-à-dire que 2,3, ça fait 2,3 milliards par an. Le Sénat, les conseils régionaux, les conseils municipaux, voilà ce que ça coûte. Alors, nous n'avons pas indiqué dans ce tableau le coût de l'élection présidentielle parce que nous considérons que le coût de l'élection présidentielle, ça va à peu près compenser le coût du gouverneur exécutif. L'élection du gouverneur exécutif. Donc on compare des choses qui n'existent plus dans le système que nous proposons. Donc ça fait 2,3 milliards. Le coût de la démocratie directe, on a des coûts d'investissement et des coûts de fonctionnement. Le coût d'investissement, c'est-à-dire que c'est surtout l'aménagement des agoras, des assemblées citoyennes locales, les locaux qu'il nous faut réaménager, puisque nous n'avons plus besoin des salles de conseils municipaux, départementaux et régionaux, donc nous les reconvertissons en agora,
Alors on a fait des estimations, on va pouvoir contester peut-être, mais enfin ça donne une idée. 14 500 euros, 14 500 agora multiplié par 500 000 euros par agora, ça nous fait 7 milliards et demi. Étant donné que ce sont des investissements, on va quand même faire on va quand même les amortir, hein, on va faire un lissage sur 20 ans avec une dotation aux amortissements, 362 millions d'euros par an. Voilà. Et puis des dépenses de fonctionnement, ça c'est des dépenses qu'on aura tout le temps. Rémunération des services de maintenance, des coordinateurs, 14 500 par 80 000 euros, 1,6 milliard. Donc, total, on a 1,4 milliard d'euros par an pour la démocratie directe, contre 2,3 milliards pour la démocratie représentative. Donc, bien entendu, c'est des chiffres qu'on va pouvoir contester, mais ça donne une idée quand même qu'on n'est pas dans des écarts délirants. Ensuite, deuxième objection, elles sont classées par ordre quantitatif de survenance, c'est la question des amendements. Parce que dans notre système, il n'y a pas d'amendement. Un projet de loi est proposé, il est débattu, c'est-à-dire débattu, ça veut dire que les contradicteurs se présentent, disent non, c'est pas bien, hein, puis les électeurs s'interposent en disant si, c'est très bien, et puis ça éclaire la votation. Si ce projet de loi est rejeté, il est rejeté, s'il est adopté, il est adopté, ce qui n'empêche pas un projet de loi modificatif d'arriver tout de suite après. Alors, le système des amendements. Il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas un axiome. C'est une pure création de la démocratie représentative. Erreur. Alors, l'article 21 de notre Constitution nationale de démocratie directe dit que les projets de loi ne sont pas modifiables en cours de délibération, ni par leurs auteurs, ni par d'autres citoyens. Des projets de loi similaires mais différents peuvent néanmoins être déposés ultérieurement à la votation. Ils seront soumis au même quota de recevabilité que le projet initial. Donc, si le projet convient mais qu'on veut mettre un petit truc en plus ou un petit truc en moins, on fait derrière un projet de loi modificatif. Les agoras ne sont pas des usines à loi, mais des instances de votation éclairées par des débats préalables. C'est en fait, ce sont des infrastructures de référendum permanent. Alors, l'amendement, on est contre. Pourquoi? On pense que c'est une cause importante de complexification de la loi. Au minimum. On a aujourd'hui, comme je l'ai dit, 140 000 lois. Un code juridique peut atteindre 2500 pages. Le code général des impôts, qui est plus costaud, il fait 4000 articles. Plus de 10% des articles d'un même code sont modifiés chaque année. Les amendements parlementaires sont passés alors vous avez des chiffres à 43 000 dans la législature 93-97, à 243 000, créant un phénomène d'insécurité juridique qui alerte d'ailleurs un certain nombre de juristes qui ne sont pas pourtant réputés pour être des électeurs inconditionnels de la démocratie directe, bien entendu. Deuxièmement, l'amendement est un outil des lobbies. Les amendements amoindrissent le caractère universaliste de la loi au profit de la satisfaction d'intérêts particuliers. Le caractère universaliste de la loi, c'est pourtant, dans tous les manuels de philosophie de la loi, c'est pourtant un des principes de base. La loi, ça doit avoir un caractère universel. La loi, elle est supposée s'appliquer à tout le monde. Or, aujourd'hui, la pression des groupes catégoriels est tellement forte que dès qu'une loi apparaît, tout le monde vient frapper à la porte. Oui, mais nous, attendez, il faut nous enlever ça, nous, plus les autres. Voilà. Bon. Chacun veut se faciliter un petit peu plus l'exercice quotidien de son activité et demande à ce que les lois soient modifiées, triturées, qu'on ajoute un petit peu, qu'on enlève. C'est les amendements. Et il transforme la loi nationale, universelle, en un catalogue interminable d'exceptions et de dérogations au point de la rendre illisible et des fois même inapplicable. Insécurité juridique. Alors, avis d'un représentant du système, M. David Assouline,
Parfois, on se flagelle nous-mêmes avec une surabondance d'amendements, de phrases bavardes et des décrets qui sont ensuite impossibles à faire. On va venir sur le décret, le décret d'application. La promulgation des lois, donc le décret d'application. Alors, il y a deux choses. La promulgation des lois, c'est un acte administratif dont, de façon anormale, est dépositaire l'exécutif. C'est-à-dire qu'en démocratie représentative, l'exécutif a le monopole de la promulgation des lois. Alors, si le pouvoir exécutif refuse de promulguer la loi reste au placard. Exemple supplémentaire, s'il fallait, la suprématie du pouvoir exécutif, ou plutôt le fait que le pouvoir exécutif est l'artisan principal de la fabrication des lois. En démocratie directe, les lois sont exécutables dès leur sortie des agora. Pas de promulgation, pas besoin de promulguer. Alors on va voir pourquoi il y a la promulgation. Alors tout comme l'amendement, le système de décret d'application, parce que la promulgation, c'est synonyme de décret d'application. Lorsqu'on dit promulgation, il semble que simplement le président de la République dit « Ah oui, j'ai lu qu'il y avait la loi, ah oui, c'est bon ». Non, non. Il la modifie avec un décret d'application. Là aussi, le décret d'application n'est pas un axiome. C'est une création de la démocratie représentative pour renforcer encore un peu plus la mainmise de l'exécutif sur la production législative. L'exécutif réécrit la loi une fois qu'elle est faite. Et j'ai même entendu même Étienne Chouard, à propos du référendum, zélateur, plus zélateur qu'Étienne, ça n'existe pas, dire, je suis de radio, je ne sais pas, dire à une question que lui posait, une question à la sieyesse, que lui posait le journaliste, mais je pensais que la question va être bien posée, que la loi qui est proposée par RIC, ça va être... Et Étienne a répondu, bon, mais sans doute qu'il faudra, une fois qu'elle aura été adoptée, il faudra la réécrire un peu par des spécialistes. Nous ne voulons pas de ça. Tous les juristes d'ailleurs s'accordent pour dire qu'une loi n'a pas besoin forcément d'un décret d'application, elle peut très bien sortir prête à l'emploi du dispositif législatif. Alors, un législateur, si c'est pas écrire une loi, s'il a besoin de quelqu'un qui n'est pas un législateur pour l'écrire, il y a quand même un problème. Alors, au terme de tout ça, quels sont les changements fondamentaux qu'apporte la démocratie directe au niveau de l'exercice du pouvoir législatif? Et deux idées force. Alors, deux, je dirais, maximes. La loi n'a pas à être faite par des citoyens payés pour la faire. La loi doit être faite par des gens bénévoles. La loi ne peut pas être fabriquée par des salariés de la loi. La loi a été élaborée par l'ensemble des citoyens, qui se sentent concernés et s'y intéressent, sous réserve d'une trop grande proportion de ceux qui ne se sentent pas concernés et s'y intéressent pas. C'est une façon, disons, un petit peu juridico-littéraire de décrire, d'expliquer ce que c'est que le quota. La loi est élaborée par l'ensemble des citoyens qui sont concernés. Si on n'est pas concerné, il n'y aura même pas de projet de loi. Sous réserve qu'il y en ait plus qui ne se sentent pas concernés que ceux qui se sentent concernés. Ceux qui ne se sentent pas concernés ne vont pas venir aux agora voter la loi, et donc là, ça veut dire que la loi n'a pas lieu d'être. Voilà le principe. Alors, deux principes et quatre corollaires. Premier corollaire, il n'y a pas d'obligation de présence ni de vote dans les agora, dans la mesure où nous pensons que le droit d'intervenir est plus important que le fait d'intervenir. L'essentiel, c'est d'avoir le droit de le faire. Le faire ou pas le faire, ça dépend de l'intérêt qu'on a pour ce qui est proposé. Deuxième corollaire, les intérêts particuliers ne peuvent pas imposer au plus grand nombre des règlements favorisant leurs activités sans obtenir l'accord de ce plus grand nombre. D'où l'intérêt des quotas. Et c'est la fin de la toute-puissance des lobbies. Puisqu'aujourd'hui, quand on est un lobby, il suffit d'approcher
un ou deux décideurs pour avoir sa loi, pour avoir le codicile qui modifie la loi dans le cadre d'une loi d'application. La loi générale universaliste, il ne plaît pas. Troisième corollaire, la prise en compte, enfin, de l'abstention en tant que paramètre constitutif d'une votation, tout simplement par le quota. Ça veut dire que si je m'abstiens beaucoup, eh ben, de toute façon, c'est même pas la peine d'aller. Et enfin, l'extension de la notion administrative actuelle d'inscrit sur les listes électorales. Alors aujourd'hui, pour avoir le droit de voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait un petit topo sur l'analyse des résultats faits par le ministère de l'Intérieur des différentes élections, et j'ai montré que les chiffres étaient toujours calculés sur le nombre d'inscrits. Mais il faut savoir qu'il y a en France environ 7 millions, alors bon, les chiffres varient entre 5 et 7 millions de gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Et je faisais partie d'ailleurs de ces 5 et 7 millions il y a encore pas longtemps. Les gens qui ne sont pas inscrits, lorsqu'on vous posez les questions, par exemple, des instituts de sondage, de monde politique, en disant pourquoi est-ce que vous ne comptez pas ces gens qui ne sont pas inscrits? Ils sont majeurs, non privés de leur droit de vote, mais ils ne sont pas inscrits, donc ils ne rentrent pas dans les chiffres. Si on les compte, ça augmente. Alors si on les compte, je suis amusé à refaire les calculs, on a des taux de non-participation aux élections qui sont énormes, qui avoisinent les 60-65%. Bon, on ne va pas débattre, on peut peut-être faire des petites parties de questions, mais la gestion, je dirais, des gens et les raisons pour lesquelles les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, c'est un sujet assez intéressant. Enfin, donc, dernière partie, les outils de changement. Bon, ça va être très rapide, hein, les outils de changement. Les outils de changement, c'est ce que je viens de... Il faut avoir deux choses. Il faut avoir un projet de constitution, et il faut avoir une fenêtre juridique qui permet de la faire aboutir. Le projet de constitution, c'est celui que je vous ai présenté, mais ça peut être un autre. Voilà, il suffit de s'y mettre, de travailler et d'en faire un. Et ensuite, un chemin juridique pour faire ratifier ce projet. Alors, la Constitution de 1958 n'est pas complètement hermétique. Il y a petites interstices difficiles, mais pas impossibles, à utiliser. C'est l'article 89 qui permet de modifier la Constitution soit par un référendum déclenché par le président de la République ou par une majorité des 2/3 du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée et du Sénat réunis. Si nous avons un président de la République qui veut proposer cette Constitution, c'est possible. Juridiquement, la Constitution le permet. Si nous avons 2/3 de l'ensemble des membres du Parlement, c'est possible de faire adopter cette Constitution. Oui. L'article 11, aujourd'hui, alors, il est d'actualité, puisqu'on a l'ADP, etc. Bon. L'article 11, qui est dans la même mouvance de réflexion que le RIC, puisque le RIC, c'est jamais que l'article 11 rendu aux citoyens uniquement, et non pas à députés. Donc, toujours pareil, si nous avons le RIC, nous pouvons présenter une constitution alternative via le RIC, dans la mesure où le RIC permettrait, en toute matière, ne soit pas limité, comme par exemple en Suisse à certains domaines, qui est une unité de matière, c'est qu'on ne puisse pas proposer plusieurs choses en même temps. Alors là, une constitution complète, elle propose plusieurs choses en même temps. Donc, il y a des fenêtres juridiques qui sont très étroites, mais qui existent quand même. Voilà. Conclusion 4 points que je vous propose. Le terme démocratie directe, comme on l'a vu, c'est un pléonasme, parce que c'est démocratie, c'est la même chose. Mais il est nécessaire de le faire parce qu'on nous a volé le mot démocratie.
Deuxième idée, la vraie démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe, n'a encore jamais été instituée dans aucun pays, elle reste donc à faire. Ne pas se reporter sur quelque chose d'existant, c'est quelque chose qu'il faut fabriquer. Troisième, alors ça c'est une autre façon de voir, elle est reliée, à notre avis, à la décroissance bioéconomique qui est inéluctable, en tant que système possible. On ne dit pas que c'est forcément par la démocratie directe qu'on va accompagner la décroissance, et on dit en tout cas que ça ne peut pas être par l'oligocratie, donc ça peut être par autre chose, et on propose ça. Et puis, quand bien même la décroissance ne surviendrait pas, c'est-à-dire qu'on aurait une croissance infinie comme ça, l'instauration de la démocratie directe resterait quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'elle constituerait un projet social en positionnant enfin le citoyen au centre de l'organisation collective. Non, on n'a jamais de gens qui sont vraiment contre. Alors, ça veut dire qu'ils ne viennent pas nous voir non plus, j'en sais rien. Voilà. Mais c'est une des caractéristiques du débat sur la démocratie directe, c'est que on n'a jamais d'opposition frontale. Mais non. On n'a jamais quelqu'un, des contradicteurs, on en a, on a vu là, sur des... Oui, mais il faut pouvoir amender, il faut que l'exécutif aussi puisse... Mais jamais sur la démocratie directe, on n'est pas d'accord. Et depuis le temps, ça fait maintenant 10 ans que je travaille là-dessus, j'en suis arrivé, moi, à la conclusion que c'est pas si personne ne dit, franchement, je suis contre la démocratie directe, c'est pas que ça n'existe pas, que ces gens-là n'existent pas. C'est que ils n'osent pas le dire. Donc ce que tu proposes, c'est une nouvelle constitution, en gros. C'est une nouvelle constitution, tu es d'accord? Oui. Une constitution, ça a deux paramètres, quel peuple et quelle époque. Alors l'époque aujourd'hui peut se prêter à ça, tu le montres pas assez, mais par la décroissance, en gros, ça l'explique. Ça répond à l'objection des CIS, que les gens aient le loisir de le faire, donc le fait qu'il y ait moins de travail, ils auront le loisir de le faire. Mais après, la grosse question, c'est quel peuple? Est-ce que vraiment le peuple français est le mieux à même pour commencer cela? Actuellement, nous avons les Gilets jaunes, qui sont des gens qui nient toute législation. Ils disent que la législation n'est pas faite pour moi, je ne la suis pas. Il n'y a aucun autre peuple, probablement, qui serait capable de tenir un tel raisonnement. Donc comment tu intègres cette indiscipline fondamentale des Français à l'acceptation d'une loi contraignante, fût-elle faite par un quart des citoyens? Tu dis deux choses très intéressantes, mais que je considère comme distinctes. C'est que tu dis, si je traduis bien l'intervancé, tu dis, mais est-ce que tu penses qu'il faut un peuple? Est-ce que tu penses que le peuple à qui tu proposes ta constitution, il est mûr, il la veut? Alors, à cette question-là, je répondrais, je n'en sais rien, et ça n'est pas mon problème. Ça n'est pas notre problème. Tous ceux qui travaillent avec nous, on n'est pas dans le marketing. Si ça n'intéresse pas les gens, c'est pas pour ça qu'on va modifier. On fabrique quelque chose en fonction de certains principes auxquels on croit. Non, les gens vont se l'approprier ou pas. C'est pas notre problème. Maintenant, la deuxième question. Tu dis, les gilets jaunes sont anti-législation. Ça, je pense que, enfin, je te laisse la responsabilité de cette affirmation généraliste. Hein. Je ne suis pas forcément d'accord pour dire que les gilets jaunes, dans leur ensemble, sont tous anti-législation. Il y en a certains, bon, voilà. Donc, premier point, je ne pense pas, comme tu le sembles l'exprimer, que le mouvement des gilets jaunes soit un mouvement d'abord anti-loi, anti-réglementation. Deuxième point,
aux Gilets jaunes. La législation telle que nous la proposons, enfin, les procédures telles que nous les proposons dans ce type, encore une fois, ce n'est pas un schéma prêt à l'emploi, dans ce type d'approche, c'est une règle de procédure. Ce n'est pas des lois. Les lois, c'est derrière, c'est des 140 000 lois qui vont constituer le corpus législatif. Là, on a des règles de procédure qui sont modifiables, ce qui n'est pas le cas actuellement. La Constitution de 58 n'est pas modifiable, sauf à être président de la République, une loi. Et donc, je pense que lorsque tu dis qu'ils sont contre les lois, tu parles des lois. Moi, je ne parle pas des lois, je parle de la Constitution. La Constitution, c'est des règles de procédure qui permettent ensuite de faire des lois. Donc, lorsque on parle des revendications concrètes, et la date du 5 décembre arrive vite, là, on dit on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. Ou si on prend le 17 novembre 2018, le jour où le mouvement des Gilets jaunes a commencé, c'était l'essence est trop chère, on veut que l'essence baisse. Donc, on a des dispositions législatives ou des commandements opérationnels qu'on veut modifier, qu'on n'est pas d'accord avec certaines décisions. C'est pas dire qu'on est contre les lois. On n'est pas d'accord avec certaines décisions. Donc il ne faut pas confondre. C'est pas parce qu'on a un mouvement revendicatif extrême, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, que ça veut dire que c'est un mouvement qui a fait l'analyse de dire le dispositif qui a fabriqué ces lois, je ne veux pas ce dispositif. Non seulement, je pense que la liaison n'est pas faite, hein, mais je pense qu'il faut justement expliquer le travail pédagogique qu'il y a à faire en termes d'éducation populaire, notamment sur tous les mouvements revendicatifs, de leur dire vous revendiquez, vous n'êtes pas d'accord avec telle et telle loi ou telle et telle mesure, telle et telle disposition, c'est très bien, tout à fait légitime, mais est-ce que vous vous êtes demandé par quelle procédure ces mesures qui vous pourrissent la vie, hein, ou qui vous font souffrir, est-ce que vous êtes demandé quel était le système de procédure qui avait accouché? Et est-ce que vous êtes demandé si c'était pas peut-être plus efficace de modifier la façon dont on prend les décisions plutôt que d'accepter le système tel qu'il est et de revendiquer en disant c'est toi qui as pris les décisions, maintenant je vais faire pression sur toi pour que tu prennes les décisions que je veux. Bon. Donc c'est une autre forme de raisonnement qu'on propose et on n'est pas pressé. Si les gens ne veulent pas, ils n'en veulent pas. Bon, simplement on est là et on présente notre modeste travail. Et notre modeste travail, il n'est pas de dire j'ai absolument parlé d'aucune mesure législative et d'aucune idéologie. C'est simplement des procédures différentes qui permettent à tout le monde, hein, de peser dans la synthèse finale décisionnelle qui va être faite. Alors, je pensais à un argument qui aurait pu aussi venir, c'est utopique votre truc, quoi. Alors, je vais faire un rapprochement. J'ai été un moment pédagogue dans ma vie et j'ai utilisé ce qu'on appelle les méthodes actives. Et les méthodes actives, c'est justement des méthodes basées sur la démocratie. C'est-à-dire où c'est plus le professeur qui a le pouvoir et là qui a forcément la connaissance, mais c'est aussi les élèves. Et on fait progresser. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais au niveau d'un État, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis... alors, ouais. Pour finir ce que je disais, c'est qu'on nous disait, oui, mais alors avec les méthodes actives, on ne va pas avancer. Là, bien sûr que si, qu'on avance. Au début, c'est très long, parce que les gens, comme tu dis, ils n'ont pas l'habitude, c'est pas possible. Et puis, petit à petit, ils comprennent qu'ils peuvent trouver la solution eux-mêmes, qu'ils peuvent aller chercher à tel endroit, dans tel document, etc., etc. Puis ils se rendent compte qu'ils font. Et après, ils vont plus loin. Ils vont voir même plus loin que le prof. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Et pourquoi parce que c'est pouvoir collectif.
Pourquoi? Parce qu'ils seront concernés. Et quand je dis c'est celui qui subit la loi qui doit la faire, c'est un principe ça. L'élève est beaucoup plus concerné par ce qu'il apprend que par le professeur. Le professeur, il est salarié, bon, il aime son métier, d'accord, mais bon, il n'est pas forcément concerné par ce qu'il va advenir du savoir qu'il donne à l'élève. Tandis que l'élève, lui, il est concerné. C'est sa vie qu'il est en train de construire. Et alors, il y a un parallèle, effectivement, je suis d'accord, à faire avec la fabrication de la loi, entre une conception où c'est des gens qui savent, l'expertocratie, hein, qui savent mieux que les autres, comme disait Sieyès il y a 200 ans, mais c'est encore exactement pareil maintenant. Hein. Ils vous diraient tous la même chose, le peuple, les gens, ils n'ont pas le temps, ils font autre chose, ils viennent le week-end, hein, et puis ils ne sont pas assez instruits. La loi est tellement complexe, c'est eux qui la complexifient. Voilà. Et donc, alors, même si c'était vrai, on serait fondé à répondre à cet argument en disant peut-être bien, mais c'est eux qui subissent la loi. Et si moi je suis la loi, je dois pouvoir être en mesure d'intervenir dans le processus de fabrication de cette loi, parce que c'est moi qui la suis. Donc voilà, il y a un parallèle à faire, effectivement. Non, moi je crois que c'est faisable. Oui, alors si tu as commencé en disant c'est utopique, oui, c'est non, mais c'est ce qu'on va nous dire la plupart du temps. Les gens qui nous renvoient c'est utopique, ils sont, je dirais, en deuxième niveau de contradiction. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans le débat. Je ne suis pas en train de débattre, c'est utopique. Mais c'est pas la question, c'est utopique. On ne fait pas quelque chose, le travail qu'on fait là, on ne le fait pas pour que ça marche. On le fait parce qu'on pense que c'est un raisonnement logique. Et puis, si on avait dit, hein, le 14 juillet 1788, à Louis XVI, dans un an, bon, il va y avoir. C'est utopique. Il y avait déjà les idées de Jean-Jacques Rousseau, c'était considéré comme utopique. Lorsqu'il a réuni les États généraux, Louis XVI ne se doutait pas, c'est simplement parce qu'il avait besoin de faire valider un peu par le peuple les levées d'impôts qu'il allait faire, puisque les finances étaient à sec, il ne se doutait pas qu'il y allait avoir, que ça allait s'engouffrer dans les députés élus, les idées de Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Qui était considéré comme un doux rêveur utopique, les rêveries du promeneur solitaire. Voilà. Donc, l'argument d'utopie, bon, c'est utopique aujourd'hui, demain. Oui, puis je crois qu'il y a l'utopie de demain, dans la réalité de demain, c'est l'utopie d'aujourd'hui. Oui, et en 1930, dire on va aller sur la Lune, c'était une utopie. Oui, c'était quelque chose de complètement fou. Un exemple comme ça. Voilà. Mais alors, l'utopie, elle est quand même argumentée. Les gens qui sont nos contradicteurs, avec des arguments qui sont plus précis, on nous dit ça ne marchera pas. Il y a utopie, votre truc c'est utopie que les gens ne voudront pas. Dans l'utopie, il y a soit ça ne peut pas survenir parce que les gens ne voudront pas. C'est une façon d'apporter le plat de l'utopie, de le faire bouffer. Mais il y a une autre façon qui est de dire votre truc, bon, vous allez le mettre en place, mais vous allez voir, ça ne marchera pas. Là, il y a un pronostic de... Voilà, bon ben. Essayons quand même. Alors, ce qui n'a pas été abordé là, c'est la transition. C'est-à-dire que ce que je présente, c'est une rupture sèche. Hein. Il y a cette constitution, on a un président de la République,
par exemple, toi, qui est élu sur cette constitution. On arrive, on déclenche un référendum, on a 51%, on bascule. Bon. On n'a pas étudié la transition, on est en train de le faire. Et notamment le municipalisme. Alors là, le municipalisme se raccroche à des expériences historiques qui ne sont pas très nombreuses mais qui existent. Hein, et des expériences historiques et aussi des ressources, je dirais, de penseurs comme Murray Bookchin, qui est une façon d'introduire l'Assemblée citoyenne locale sur le plan municipal, donc d'agir déjà à la fois dans le domaine législatif et contrôle de l'exécutif, dans un premier temps, simplement, puisqu'il n'y a pas la légalité, en conseil autoproclamé, et puis petit à petit, par l'effet quantitatif du nombre et l'effet qualitatif, c'est-à-dire de la production des assemblées citoyennes locales, qui va se révéler plus intéressante, plus intelligente, plus construite que les productions des conseils municipaux et bon, petit à petit acquérir une légitimité qui pourrait, dans un processus qu'on ne connaît pas, se transformer en légalité. Et ensuite, par une mise en raison de toutes ces unités de contre-pouvoir local qui viennent se superposer au corps local, par une mise en réseau, faire en quelque sorte une... oui, faire une survenance de ce schéma qui a été proposé là. Donc la transition, elle est possible par le municipalisme. En tout cas, l'expérience du municipalisme peut déjà montrer si on est dans l'utopie ou pas. C'est-à-dire que si le municipalisme échoue lamentablement, qu'il s'avère qu'on rencontre des obstacles qu'on n'avait pas prévus, voilà, et ben... on va faire ça l'année prochaine, on commence au mois de mai. Oui, on commence l'année prochaine, on y est vite. Ben, je vous remercie. Hein. Merci bien, c'est nous. C'était quand même assez aride ce portrait avec moi. Ah, mais